Bonjour à tous et bravo. Bravo d'avoir franchi tous les obstacles pour rejoindre ce très bel endroit. Nous sommes réunis pour discuter ensemble des moyens de retrouver l'envie d'Europe. Vous remarquerez l'habileté de nos organisateurs qui ont évité le mot désir. Il ne s'agit pas de désir d'Europe et encore moins de désir d'avenir d'Europe. Mais d'après ce que je comprends, il a été question en tout cas de désir d'avenir ce matin. Pour débattre de ce sujet, nous avons la chance d'avoir avec nous quelques-uns des hommes, il n'y a pas de femmes par mois, pardon, donc quelques-uns des hommes qui ont pesé ou qui pèsent encore sur le destin de l'Europe. Et donc je vais leur demander de nous rejoindre. Et je commence par Jacques Delors. Jacques Delors qui a été... Voilà, je crois que les applaudissements suffisent. Et Elio Di Rupo. Jacques, vous êtes là. Elio Di Rupo, qui est le président du Parti socialiste belge. Jacques Barrot, commissaire européen, vice-président de la Commission en charge des transports. Jean-Marie Cavada, député européen UDF. Et, last but not least, Edgar Morin, notre philosophe. L'Europe va mal, autant le dire tout de suite. Elle semble subir à la fois une crise d'identité, une crise de vocation et même une crise d'objectifs. On le voit au niveau des institutions, on le voit au niveau d'un élargissement qui a du mal à passer, on le voit au niveau des grands enjeux qui nous concernent tous et que l'Union européenne en tant que telle ne semble pas à même de résoudre ou même d'influencer, qu'il s'agisse d'immigration, d'énergie, de mondialisation. On peut même dire pire, l'Europe est absente. Elle est en tout cas absente singulièrement chez nous, en France, absente du débat politique très largement. Il était frappant de constater il y a quelques jours que lors de ces débats à l'américaine, paraît-il, organisé entre les candidats à la candidature socialiste, il n'a pratiquement pas été question d'Europe. Alors on nous dit, mais comment il y aura un débat sur la politique étrangère, comme si l'Europe était encore de la politique étrangère. Nous avons aussi avec nous quelques brillants étudiants qui ont beaucoup travaillé pour préparer ce débat et j'espère que nous aurons le temps de leur donner, comme il est de tradition ici, la parole, de façon à ce qu'ils puissent interroger nos intervenants. Mais j'ai envie de vous proposer de commencer notre discussion sur une première question. Parce que comment retrouver l'envie d'Europe? Bon, d'accord, mais quelle Europe? De quelle Europe s'agit-il? 50 ans pratiquement depuis sa création, est-ce que le projet européen n'a pas entièrement changé de nature? Est-ce que nos amis britanniques n'ont pas déjà conquis
une victoire patiemment, longuement travaillée, en aboutissant finalement à ce dont il rêvait, Jacques Delors, dès 1957, si ma mémoire est bonne, avec M. Maudling, et ça s'appelait la grande zone de libre-échange. Est-ce que le projet européen n'est pas cela aujourd'hui, et rien que cela? En 3 minutes, histoire, pour laisser ensuite le temps à la discussion. Au début, le projet était plus politique qu'aujourd'hui. Sous l'expression « une Europe puissante et solidaire », ou puissante et généreuse à la fois, il y avait, de la part des 6, un projet politique qui succédait à quand même la paix entre nous. Et il ne faut jamais l'oublier, même quand certains disent que la paix n'est plus un objectif pour la construction européenne. Si, dans nos frontières et même parfois à l'intérieur d'entre nous. Donc c'est à ce projet-là que ma génération a adhéré. Le pardon, mais la promesse à tous les peuples d'Europe, à toutes les générations, qu'elles seraient intégrées, sans qu'on oublie pourtant, et il ne faut jamais l'oublier car l'histoire est pleine d'enseignements, ce qui s'était passé. Donc c'est cette Europe-là que moi-même j'avais en tête. Mais en réfléchissant, cette Europe a dû faire face à 3 défis historiques qu'il faut rappeler. Premièrement, au début des années 70, fallait-il accepter la Grande-Bretagne ou non? Nos dirigeants de l'époque savaient très bien quelle était la tendance lourde des Anglais. Ils l'ont accepté. Et en l'acceptant, ils ont pris ce risque. Ensuite, des pays ont accédé à nouveau à la démocratie, Espagne, Portugal et Grèce. Est-ce que c'était dans l'idéal des pères de l'Europe de leur refuser d'entrer dans la communauté? Non, ils sont entrés d'ailleurs, cet élargissement s'est particulièrement bien passé, et sur le plan économique et sur le plan politique. Et en 1989, le mur de Berlin s'écroule. Je vous pose la question, quelle serait cette Europe si elle avait tourné autour du pot, si elle avait refusé de réunifier la famille européenne? Nous étions obligés de le faire. Le choix était entre une vision beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus traditionnelle de l'Europe et le refus de répondre aux défis de l'histoire. Cette Europe, moi j'en suis fier, a décidé de répondre à ces défis de l'histoire. Cela n'a pas du tout été expliqué en France, je le dis entre parenthèses. Et par conséquent, aujourd'hui, nous sommes avec cette Europe plus grande, qui a un devoir de paix vis-à-vis des pays de l'ex-Yougoslavie, encore. Et donc la question est la suivante, est-ce que cette Europe, à 27 ou 30, peut devenir une puissance, non pas une puissance, mais une unité politique? Franchement, à 30, je ne le crois pas. À 30, elle peut se donner 3 objectifs. Premièrement, maintenir la paix et développer les relations entre nous, le respect des autres, apprendre à vivre ensemble. Deuxièmement, créer un cadre de développement harmonieux pour cette Europe, économique et sociale. Et troisièmement, respecter la diversité culturelle. Elle peut faire ça, cette grande Europe. Et ma conviction, c'est si elle le fait, en 2025, les historiens diront que l'Europe a bien mérité de l'histoire et qu'elle a contribué à maîtriser quelque peu la mondialisation. S'il faut aller plus loin, alors il faut aller avec un groupe plus réduit qui travaillera dans le cadre général, mais qui gardera la perspective d'une union plus politique où on partagerait peu à peu les grands soucis de politique étrangère et de défense. Elio Di Rupo, est-ce que selon vous, est-ce que l'Europe d'aujourd'hui à 25, bientôt à 27, sans doute à 30, peut encore avoir un projet politique ou, comme vient de le décrire Jacques Delors, est-ce que son projet est devenu davantage, comment dire, un projet géopolitique ou géoculturel? D'abord, merci de m'avoir invité. La réponse est très claire dans mon esprit, non. Je ne crois absolument pas qu'à 25 et pire encore à 30, il puisse y avoir, dans l'état actuel des choses et peut-être pour les 10 prochaines années, un projet commun. Je m'en explique et formule quelques suggestions. D'abord, comme vient de le dire Jacques Delors, nous avons vécu des époques avec des idéaux partagés. D'abord l'idéal de paix, et puis aussi un idéal de prospérité, les années 70, les années 80, au début des années 80.
Après cela, on a eu un tournant qui est marquant à mes yeux, c'est l'époque de Reagan et de Thatcher, où on a vu s'affronter d'une manière plus directe le modèle qui était le modèle des pères fondateurs de l'Europe et le modèle anglo-saxon. Et force est de constater qu'à coup d'analyse, d'expertise de toute nature, et aussi de mécanismes européens, je m'en explique dans un instant, malheureusement, le modèle anglo-saxon a pris le dessus. Et la grande intelligence des anglo-saxons a été d'imposer ce qui était prévu dans les traités, mais en tout cas de le consolider, la règle de l'unanimité. Parce que dans la règle de l'unanimité, il y a à la fois des aspects intéressants, mais il y a aussi un piège gigantesque. C'est qu'une fois que le club est formé avec un certain nombre de pays et qu'un seul pays ne veut pas avancer, et singulièrement quand le pays s'appelle la Grande-Bretagne ou d'autres pays qui rejoignent la Grande-Bretagne, ils peuvent à lui seul, à eux seuls, bloquer tout le mécanisme, et c'est ce qui s'est passé. Je vous dirais aussi qu'il y a, d'une manière générale, des actions qui ne doivent pas nous tromper. L'élargissement était, sur le plan géopolitique, quelque chose d'indispensable. Mais la vitesse avec laquelle cet élargissement s'est opéré, et le fait que, malgré qu'au traité d'Amsterdam, quelques pays, dont la Belgique, la France et l'Italie à l'époque, avaient insisté avec force que l'on approfondisse les mécanismes de décision de l'Union européenne, malgré cet effort et ce parallélisme qui était indispensable, les anglo-saxons, ou en tout cas celles et ceux qui, volontairement ou involontairement, ont contribué à leur triomphe, eh bien, ils ont réussi à faire en sorte qu'on élargisse sans qu'il y ait un approfondissement des mécanismes de décision. J'appelle approfondissement, par exemple, des règles de majorité. Quels sont d'autres éléments, si vous me le permettez très rapidement? On a eu toute une époque, et Jacques Delors en a été l'un des grands artisans, une époque où on a recherché l'harmonisation, c'est-à-dire que dans les 12, dans les 15, il y avait des législations différentes, des modes d'opération différents, et on a recherché à harmoniser. Et puis on s'est dit, ben non, finalement, dérégulons, déstructurons, et finalement, le meilleur va servir de base, et le reste suivra. Or, ça ne s'est pas fait comme ça. La dérégulation existe, mais ça ne s'est pas amélioré. Je voudrais en terminer et formuler une suggestion. Aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que non seulement nous n'avons pas de projet humain, c'est-à-dire que l'Europe ne parle plus au cœur ni aux tripes de nos concitoyens. L'Europe, c'est souvent l'image que l'on donne à Bruxelles en disant que tout va mal. Ce qui est dramatique aussi, c'est qu'à force de ne pas avoir approfondi les mécanismes internes de décision, la première des compétitions, elle est intra-européenne, entre les pays nouvellement membres et les autres, et notamment sur le plan de la fiscalité, alors que les grands défis sont des défis avec la Chine, l'Inde, les États-Unis, nous avons un combat interne alors que nous devrions être unis. Et j'en termine. Nous avons beaucoup réfléchi, on y reviendra, notamment en Belgique, à tous ces sujets. Moi, je reste convaincu qu'il faut reprendre un chemin additionnel, comme on l'a fait pour Schengen, comme on l'a fait pour l'euro. Il faut nous réunir à 8, 10, 12 pays, et l'idéal et la bonne taille serait la taille des pays qui ont l'euro comme monnaie commune, car quand même, nous voilà avec 25 pays, 12 aujourd'hui ont la monnaie commune, 13 non, et finalement, les 13 qui n'ont pas la monnaie commune ont une influence déterminante sur un instrument de politique économique essentiel qu'est la monnaie. Et je pense qu'on pourrait, à un nombre plus réduit de pays, faire à l'instar de ce qui s'est fait dans le passé dans d'autres domaines, relancer une Europe plus solide avec alors un objectif humain, politique, beaucoup plus généreux. Et ça, peut-être qu'on pourrait en parler. Jacques Barrot, vous vivez tous ces problèmes de l'intérieur. Vous êtes, je le rappelle, le vice-président de la commission Barroso. Vous vivez notamment de l'intérieur le problème de la règle de l'unanimité. Est-ce que pour vous,
l'Union européenne, vue de Bruxelles, a encore un projet politique ou est-ce que véritablement il y a trop de fractures maintenant au sein même des 25? Je suis moins pessimiste. Jacques Delors a lancé des chantiers qui continuent. L'Europe vit sur la lancée. Alors, c'est vrai qu'il faut lui donner maintenant à nouveau de nouvelles poussées pour aller plus loin. Nous y reviendrons. Mais elle vit quand même sur un certain nombre de chantiers qui continuent. D'abord, ce grand marché, qui évidemment est maintenant fort de 500 millions de citoyens, c'est une puissance. C'est cette puissance qui nous permet d'être des partenaires avec les nouveaux États continents émergents. Elle nous permet de porter des projets comme Galileo, la navigation par satellite, qui va être un peu une révolution technologique portée par l'Union européenne. L'Europe reste une société attractive. L'Europe reste un accélérateur de démocratie. Et Jacques Delors l'a dit tout à l'heure sur l'élargissement, reconnaissons tout de même que les négociations d'élargissement ont ce résultat de pousser ces nouveaux États membres ou ces candidats à l'adhésion à aller vers plus de démocratie, vers le respect des droits de la personne. Enfin, cette Europe, elle est aujourd'hui encore réducteur de tensions dans le monde. Et même si sa diplomatie est très difficile à appréhender, on la voit malgré tout ici et là maintenir ce monde dans une multipolarité qui est indispensable, notamment pour nos amis africains. Donc j'ai tendance à répondre, ne désespérez pas de l'Europe des 25 ou des 27 de demain. Elle a encore des possibilités remarquables, même si, effectivement, pour aller plus loin, pour faire naître un désir d'Europe, il faudra en effet lancer des projets encore plus ambitieux. Mais, j'insiste, c'est encore une société très attractive que nous créons. Regardez, la bataille pour l'environnement, nous la menons quand même avec tous les États membres. Et malgré tout, qui est-ce qui est à l'avant-garde pour la ratification de Kyoto? C'est encore l'Europe. Donc, il ne faut pas que les Européens non plus oublient qu'à l'extérieur, on croit à l'Europe. Alors, il ne faudrait pas quand même être les moins croyants de tout l'ensemble du monde. Jean-Marie Cavada, vous êtes, je le rappelle, membre du Parlement européen, un Parlement qui a pris plus de poids au fil des années. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Jacques Barrot ou est-ce que la fracture entre tout cet espace économique, juridique que continue de développer le projet européen est de plus en plus, désolidarisé par les acteurs mêmes du projet politique proprement dit, à supposer qu'on puisse encore employer cette expression? Je crois que ce que dit Jacques Delors d'une part et M. Elio Durupo, ce que dit Jacques Barrot d'autre part, ne sont pas des phases si différentes d'une physionomie qui est en train de se mettre en place. Il y a le problème des moyens, il y a le problème de l'horizon à moyen terme. Parlons d'abord des moyens. Je parle en tant qu'Européen de France, dans ce moment de crise où l'Europe est très lointaine. Je ne parle pas en tant que Français d'Europe. Je ne suis d'ailleurs pas réellement un Français d'Europe. Je suis un Européen de France, et me concernant d'ailleurs depuis ma plus tendre enfance, mais pour des raisons, je dirais, de peur de la guerre, qui sans cesse n'a menacé de revenir. On célèbre en ce moment le 50e anniversaire de la révolution d'octobre de Hongrie. Moi, j'étais un jeune enfant. J'ai pensé que la guerre reviendrait. Et l'Europe c'était donc la seule solution. C'était donc le seul avenir réel. À ce jour, nous avons réussi de belles choses. Et nous en avons fait échouer de magnifiques. Ça n'est pas neuf, d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent bien et s'intéressent à l'histoire de l'Europe autrement que par le biais des passions, il faut savoir que l'Europe n'a cessé d'être une aventure en dents de scie.
En 1950, on crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 4 ans plus tard, on rejette, nous les Français notamment, la Communauté européenne de défense. 3 ans plus tard, en 1957, on relance la signature du marché commun. Quelques années plus tard, De Gaulle dit non à la Grande-Bretagne. En 1965, la Commission essaye de prendre des pouvoirs en faisant alliance avec le Parlement contre le Conseil et en promettant une politique agricole commune qui serait financée abondamment, en demandant à cette Commission qu'elle ait le droit de percevoir des droits propres elle-même, sur des taxes sur les produits importés. Ça lui est refusé brutalement, c'est la crise à nouveau jusqu'en 1969, et je m'arrête là parce que ça a toujours été l'Europe des dents de scie. Ne désespérons pas. Pour autant, il y a maintenant une crise de croissance qui ne peut pas être surmontée si nous ne quittons pas la règle de l'unanimité. Je fais partie, avec 2 autres députés, des gens qui ne cessent de dire, et je le fais en tant que président de la Commission des libertés civiles, c'est donc mon rôle, mon devoir de le faire, d'aller chercher dans les traités existants des moyens de substitution à cette crise de moyens, à cette panne de moyens. Et notamment, si vous regardez l'article 62 du traité, ou l'article 42 du traité, ou l'article 67 du traité des communautés, cette fois, eh bien, il y a ce qu'on appelle une clause passerelle qui permettrait de décider à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. On a besoin donc de rien que de décider. Mais ça ne se décide pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'horizon politique qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, est-ce que la vision anglo-saxonne avec les nouveaux alliés du centre de l'Europe a-t-elle triomphé? Et puis parce que l'Europe, il n'y a pas actuellement, pour lui dessiner un destin, pardon Jacques, ni à la tête de la Commission, ni chez les chefs d'État, de grands visionnaires qui pensent que l'avenir de leur pays, c'est dans l'Europe. L'Europe n'a pas d'autre adversaire aujourd'hui. L'Europe n'a pas d'autre adversaire aujourd'hui sur certains sujets, et notamment la règle de décision. Elle n'a pas d'autre ennemi que ses 25 et bientôt 27 pays membres. Il faut casser ça, il faut que ça cesse. Dernière chose enfin que je voudrais dire, Christine, si vous permettez, et à votre usage pour le partager, mesdames et messieurs. Pendant la période qui va venir, où on sait bien qu'on va essayer de repartir sur un projet politique limité, comme l'a dit M. Delors, comme l'a dit M. Elio Di Rupo, et je le souhaite, 10, 12, on va voir. En gros, les membres de Schengen et les membres de l'euro, c'est pas rien d'avoir fait une monnaie commune dans ce continent qui n'avait cessé de se déchirer. En attendant, ça va nous prendre 3 ans en gros, l'Allemagne va s'y essayer, on nous promet que Sainte Angela, Madame Merkel, va sortir du tiroir magique la solution qui va faire redémarrer un traité, je dirais, plus modeste. Acceptons-en l'augure. En attendant, je pense qu'il faut essayer de créer quelque chose dont nous avons les moyens mais qui n'avance pas. On a eu la société de l'échange des produits, des services, des hommes. Nous n'avons pas, à ce jour, la société des droits fondamentaux européens, et notamment parce que nous, Français, et nos voisins néerlandais, mais d'autres pays d'Europe, si on avait fait des référendums populaires, avons rejeté le traité constitutionnel il y a 2 ans qui nous promettait de changer la règle de décision et d'avoir une société européenne des droits fondamentaux dont nous avons tellement besoin. Ça, c'est le futur grand rêve en attendant une éventuelle constitution. Edgar Morin, vous qui êtes l'apôtre de la pensée complexe, est-ce que vous pensez que la crise que traverse l'Europe aujourd'hui est d'une nature différente ou non des crises évoquées à l'instant par Jean-Marie Cavada? Et vous qui connaissez bien l'Europe centrale, est-ce qu'on n'assiste pas à notre grand désarroi à une fracture encore plus grave d'une certaine manière, qui est une fracture de valeurs entre des pays qui nous ont rejoints, et tant mieux et bravo, comme le disait Jacques Delors, et en même temps, ce sont les pays où on voit des mouvements populistes qui sont souvent au pouvoir et qui mettent en cause les principes mêmes de cette union pour laquelle ils ont accompli tant d'efforts. Bien, vous savez, toute crise porte en elle des périls très grands de dislocation, mais aussi des chances de régénération. Alors, est-ce que nous en sommes là? Moi, je pense d'abord que la crise que nous vivons est la plus grande et la plus grave de toutes parce qu'elle est multidimensionnelle. Elle vient de tous les côtés. Et je crois aussi que c'est une crise, je dirais presque de principe.
Si on s'en tient au premier projet européen d'après-guerre, ça a été dit par Delors, une aspiration politique et culturelle, une aspiration à nous lier, au minimum une confédération, peut-être une fédération, ce projet actuellement est complètement dénaturé. Et la réussite économique du marché commun et de l'euro ne doit pas nous masquer cet échec politique. C'est un projet dénaturé et, j'ajoute, c'est un projet aplati, puisque désormais on parle de surtour en termes économiques et que les autres aspects deviennent tout à fait secondaires. Aplati et peut-être vidé, parce qu'il y a eu une génération d'hommes d'après-guerre pour qui l'Europe, ça voulait dire, et c'est une profonde aspiration, c'était une aspiration à en finir avec les guerres fratricides, c'était essayer au moins d'implanter une démocratie commune. Les grands Européens se sont tous éteints avec le temps. Enfin, il en reste un parmi nous, et je le salue, c'est Jacques Delors. Mais il faut dire que là-dessus, il n'y a plus ce souffle, il n'y a plus cet élan. D'autre part, sur le plan politique, il ne faut pas oublier l'incapacité de l'Europe à traiter, à empêcher et puis à stopper la guerre de Yougoslavie, son incapacité à intervenir dans le Moyen-Orient. Donc, il faut considérer tout ceci d'une façon extrêmement grave. Et puis, vous venez de le dire, Christine Ockrent, ces poussées que vous appelez populistes, moi je crois aussi qu'il y a pour la première fois un risque de décomposition par non seulement le souverainisme, mais je dirais par le nationaliste. Ces poussées restent marginales, qui sont à la fois racistes et hyper-nationalistes, mais supposer une grave crise économique ou autre en Europe, est-ce que ceci ne les donnerait pas un élan? Et je dirais, un péril d'autodestruction existe désormais et il ne faut pas le masquer. Alors, bon, il y a aussi le problème qui est posé comme contradiction entre l'approfondissement, c'est-à-dire la nécessité au moins d'avoir des institutions qui n'existent pas, et l'élargissement qui évidemment rend très difficile cet approfondissement. Moi, personnellement, je crois qu'il faut opter à la fois pour l'un et pour l'autre, quitte à ce que l'approfondissement se fasse dans une petite partie d'Europe qui entraînerait pas près des autres. Mais enfin, ceci, c'est une crise, parce que la plupart des esprits, les uns disent qu'il faut approfondir, les autres disent qu'il faut élargir, et moi, je crois que les deux sont absolument nécessaires. Alors, donc, si je suis pessimiste, je dis que la situation de l'Europe est celui d'un fœtus à l'état de décomposition, et si je suis optimiste, je dis peut-être qu'il sortira quelque chose de grand de cette crise. Bon, tant qu'on reste à l'écart des congélateurs, ça va. Jacques Delors, avant de donner la parole à nos étudiants qui ont beaucoup travaillé cette question, est-ce que le problème de la Turquie, sur laquelle la classe politique française, à de rares exceptions près, a décidé de mettre un mouchoir, comme si un mouchoir pouvait suffire, est-ce que le problème de la Turquie n'est pas le révélateur exact des difficultés de l'Union européenne aujourd'hui à choisir ses objectifs? Autrement dit, si l'on s'accorde sur le fait que le projet politique d'origine n'est plus de mise et que ce qui l'emporte, c'est un projet économique et, pourquoi pas, culturel, au sens d'un certain modèle de société, est-ce que la Turquie devient le révélateur de cette incapacité à admettre ce changement de cycle dans notre histoire? Je ne le crois pas. Il me semble que, tout d'abord, pour être en accord avec ce qui a été dit auparavant, c'est sans doute la crise politique la plus grave, mais le verre est à moitié plein. Il ne faut pas oublier que
L'Union européenne est la première puissance économique du monde. Et contrairement à ce qu'on dit en France, ça joue dans les négociations à l'Organisation mondiale du commerce. Elle est la première donneuse d'aide humanitaire et d'aide au développement. Et dans certains aspects de la politique internationale, en dépit de divergences fondamentales qui tiennent à nos traditions géopolitiques, elle a joué un rôle. Donc je crois que le facteur essentiel de division dont nos chefs d'État ne veulent pas parler, c'est l'appréciation de ce qu'est la mondialisation et de la rupture extraordinaire que cela représente, et sur le plan du comment produire, et aussi sur le fait que contrairement au capitalisme d'avant, le salariat, les salariés sont devenus la variable d'ajustement de la mondialisation. Tout le monde le reconnaît. Et face à cela, il y a des positions différentes dont nos gouvernements ne parlent pas. Je les résumerai parce qu'il faut être court en deux formules, l'une que j'emprunte au futur Premier ministre britannique. Entre le monde et la nation, il n'existe rien. Regret pour les Européens, entre la nation qui doit continuer et le monde, il y a l'Europe. C'est là qu'est la grande différence et ils ne veulent pas en parler. Derrière cela, il y a l'harmonisation fiscale. Il y a derrière cela la conduite des négociations commerciales extérieures et autres. C'est ça le grand problème. Pour la Turquie, il me semble que c'est un autre problème. Parce que c'est, compte tenu de la situation présente, c'est un autre problème. Et je crois que, bon, moi, je peux en parler si vous voulez. Je n'en doute pas. Mais je veux dire, ou plus tard, mais je n'attends pas un référendum des Français. Je peux vous donner mon point de vue. Mon point de vue est le suivant. Parce que tout homme qui a exercé des responsabilités ou qui en exerce ou toute femme doit écouter les gens et en même temps leur expliquer son point de vue. C'est en tout cas la leçon que nous a appris celui qui nous a amenés en politique, Pierre Mendès France. Mais ce qui est important est le suivant. Au moment où la Turquie a demandé à entrer dans l'Union européenne une deuxième fois, parce qu'elle l'avait déjà demandé avant, on a fait l'Union. La question pour moi était la suivante. Compte tenu de la menace de guerre des religions dans le monde, compte tenu de la poussée intégriste qui refuse à l'autre le droit d'exister, de parler avec lui, est-ce qu'il fallait que l'Europe fasse un geste en disant non? Je prétends que l'Europe devait dire oui à la négociation, pas plus. De façon à ce que l'Europe apparaisse pour toutes ces populations qui ne sont pas encore atteint un bon niveau de vie, qui sont évidemment, qui ont leur religion, mais aussi des idéologies et autres, que ces populations ne considèrent pas l'Europe comme un adversaire ou comme un camp réservé de gens relativement riches. Donc il fallait dire oui à la négociation, pas plus. Parce qu'avec l'évolution dans les 10 années qui viennent, plus les négociations, nous verrons plus loin. Mais bon sang, c'était simple à expliquer aux Français que dire oui à la négociation, c'était rester fidèle à ce qui a toujours été le cas de la France dans ce qu'elle a de meilleur universel, tendre la main aux autres sans illusion, avec fermeté. Vous êtes très nombreux, vous les étudiants, vous êtes déjà dans plusieurs grandes écoles à Paris et ailleurs. Je ne peux pas vous faire parler tous. Je voudrais donc que l'un d'entre vous se lève, se nomme et pose une question à l'un de nos intervenants, étant bien entendu qu'on va aborder maintenant la question clé, qui est de savoir comment on fait pour relancer tout cela. Alors, qui y va? Oui, allez-y. Bonjour à tous. Nadim Baklouti, élève ingénieur à Supélec. Ma question est en rapport avec le non à la Constitution européenne. Comment expliqueriez-vous que si la Constitution avait été proposée au Parlement, elle aurait été sûrement ratifiée à une écrasante majorité? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une défaillance de la démocratie française? Y a-t-il pas une défaillance du discours des politiques sur l'Europe? Et à qui souhaitez-vous adresser cette question évidente mais épineuse? Jean-Marie Cavada, par exemple, qui est un homme politique en tant qu'homme politique français. J'avais vu venir le coup, ouais. Et c'est ça d'être entré en politique. Oui. Quand on est journaliste, on ne fait que poser les questions, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est bien connu. Oui. Premièrement, il faut clarifier les choses. Ce pays
comme la Hollande et comme d'autres, je l'ai dit, si on les avait consultés par voie populaire, a dit non, et il y avait de bonnes et de mauvaises raisons à cela. Et il faut tenir compte des bonnes raisons qui étaient dans notre nation. Je considère, moi, que le refus de l'Europe est à la fois une mésaventure de politique intérieure, tout le monde le sait, une mésaventure de la démagogie dans un camp dont je souhaite, et je le dis publiquement, pourtant je suis assez peu partisan dans la vie, que celui qui a pris l'initiative de ça n'en tire aucun bénéfice pour aucun destin national. Si l'on avait demandé au Parlement de ratifier, vous avez raison, monsieur, il l'aurait ratifié. Alors je vais dire des choses sévères. Plus de la moitié des lois françaises ne sont que la simple transposition de directives, des lois, élaborées à Bruxelles par l'exécutif, sur proposition de la Commission, et le Parlement. Simple transposition dans notre droit. Comment se fait-il, puisque les gouvernants gouvernent au moins à 50% sur la loi européenne transposée dans notre sauce juridique française, qu'il n'y ait pas plus de leaders pour se mettre en avant de l'opinion? Je déteste l'idée, et je crois que c'est M. Delors qui vient d'y faire allusion. Dieu sait qu'une fois de plus, j'estime beaucoup ce propos. Je déteste l'idée des gens qui s'abritent derrière les sondages pour élaborer une politique. En 1939, les dirigeants français rentrant d'une entrevue avec M. Hitler, comme il est écrit dans les livres, ont été accueillis par 3000 personnes à l'aéroport du Bourget qui applaudissaient l'espoir de paix qui en sortait. Et le leader en question, sur l'échelle de coupé sortant de l'avion, s'est retourné vers un collaborateur et a dit, deux points, je cite, « quel con » au pluriel. C'est-à-dire, il savait, lui, qu'il n'avait pas négocié la paix mais la guerre. L'Europe est un projet qui mérite d'être tiré par des leaders qui ne s'abritent pas derrière l'opinion. Nous n'en avons guère. Et si j'ai rejoint en apparenté les centristes, c'est qu'au fond, c'est le seul parti français qui, depuis l'histoire de l'Europe, ne s'est jamais déjugé de ce qu'ont dit ses pères fondateurs. Par conséquent, nous devons mouiller la chemise pour faire la pédagogie de ce projet, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Delors, entre la nation et la mondialisation, il ne peut y avoir que l'Europe. Mais maintenant, faisons l'inverse. Faisons la soustraction. Entre la mondialisation et le pays sans l'Europe, qu'est-ce qu'il y a? Le déclin de chacun des membres qui aujourd'hui composent l'Union. C'est pour ça qu'il faut se mettre en avant pour faire la pédagogie des choses, monsieur. Voilà qui nous fournit une excellente transition vers une deuxième partie de ce débat. Comment faire pour ressusciter ou nourrir l'envie d'Europe? Parce qu'il faut quand même admettre qu'à la différence du projet des pères fondateurs, et notamment de Jean Monnet, très inspiré du modèle américain, de ces gens qui se réunissaient entre esprits éclairés pour décider de ce qui serait bon pour le peuple. 50 ans plus tard, on n'en est plus là. La démocratie est plus exigeante et on voit qu'il y a d'autres moyens. On l'a vu notamment en France lors de la campagne sur le référendum. On a vu à quel point Internet a joué un rôle pour devenir le vecteur d'une opinion qui s'estimait, qui était d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, marginalisée dans les médias et même dans l'expression politique dominante. Donc par rapport à cette problématique nouvelle, aux exigences nouvelles, à une information maintenant omniprésente, en tout cas pour ceux de nos concitoyens qui ont envie d'être informés, comment faire pour donner l'envie d'Europe et à quel niveau faut-il agir? Est-ce qu'il faut agir au niveau des citoyens, prioritairement, au niveau des élus et des administrations, au niveau des acteurs du réel, c'est-à-dire les acteurs économiques, mais aussi les acteurs du social? Edgar Morin, quelle est la priorité? C'est une question bien difficile, parce qu'il me semble tout à fait, c'est que l'Europe actuellement n'a pas le sentiment d'une mission pour elle-même et mission aussi pour la planète. Alors moi je crois tout d'abord
quelque chose qui était un des idéaux premiers, c'est-à-dire une aspiration à la paix après la Deuxième Guerre mondiale et une aspiration à sauvegarder les libertés quand il y avait une présence d'un énorme colosse totalitaire qui était l'Union soviétique, cette aspiration n'existe plus telle qu'elle était à l'époque, mais à mon avis, elle ressuscite aujourd'hui à un autre niveau. Pourquoi? Parce que nous savons que désormais, la planète est de plus en plus entraînée dans un climat de guerre, qu'on appelle guerre de religion ou guerre de civilisation, avec des éruptions locales comme en Irak, mais qui ne sont que les symptômes d'une manifestation d'événements qui nous dépassent, qui se déchaînent. Il y a un déchaînement d'intolérance, de manichéisme, de fanatisme, pas seulement d'un seul côté, des deux. Et je pense qu'une des missions de l'Europe, c'est pas seulement de demeurer une oasis de tolérance, de paix, de débat, mais de s'interposer, d'intervenir pour empêcher une guerre de civilisation qui serait extrêmement dommageable à toute l'humanité. Et je pense que plus le péril pourra se manifester autour de nous, plus je pense que cette conscience pourrait venir, parce qu'elle n'est pas encore venue. La deuxième chose, on en a parlé, avec le fait que l'Europe s'est montrée présente pour Kyoto, c'est-à-dire sur le problème de l'environnement, et je pense que c'est en Europe qu'on peut comprendre le mieux la relation entre la sauvegarde de notre biosphère et, disons, le problème du maintien ou de la résurrection de la qualité de la vie. Car il est évident que les deux sont étroitement liés et qu'en plus des problèmes de qualité de vie sont aussi au cœur de tous nos pays qui ont une très vieille culture et qui, dans différents domaines, ont essayé de vivre cette qualité qui est en cours de dégradation sous le poids de la mécanisation, de l'homogénéisation, etc. Et je pense que cette idée de promouvoir quelque chose d'autre, qui elle-même nécessite de sortir du ronron politique. Encore dernièrement, j'écoutais un débat où la solution, les candidats disaient ben, « moi, je vais rétablir la croissance. Et si je rétablis la croissance, je rétablis l'emploi et tout ira. » On ne voit pas du tout à quel débat vous faites allusion. Mais je crois que le problème aujourd'hui, c'est d'abord pas seulement de penser que la croissance ne dépend pas seulement d'un seul État, parce que s'il y a une conjoncture mondiale dépressive, évidemment c'est très difficile, mais je pense qu'il ne faut pas tout miser sur la croissance et que miser sur une politique de civilisation, une politique de la qualité de vie, de ressusciter l'idée de bien-être qui n'est pas seulement dans l'accumulation des produits de consommation. Je crois que ça, c'est une mission pour l'Europe. Mais, je répète, on ne peut avoir d'envie d'Europe que si on a envie de faire de l'Europe, aujourd'hui, le moteur de quelque chose d'important pour elle-même et pour le salut de la civilisation. Elio Di Rupo, vous jouez un rôle politique de premier plan dans un pays petit mais très compliqué et qui est au cœur même de l'histoire européenne. Selon vous, est-ce que c'est aux élus d'abord de reprendre le flambeau et de cristalliser, d'exprimer, de devancer, comme le disait Jean-Marie Cavada, de devancer à la fois des aspirations parfois mal perçues ou peu conscientes, et en même temps de forger un projet qui pourrait susciter l'adhésion. Est-ce que c'est d'abord, autrement dit, la responsabilité du personnel politique dans nos pays démocratiques? La réponse est, elle aussi, complexe. D'abord, il faut des femmes et des hommes qui rédigent, qui induisent un projet et qui le mènent. Mais il faut surtout rassembler les citoyens et créer un besoin et une expression de ce besoin. Alors, avant de développer en quelques secondes cet élément, permettez-moi dans le débat de formuler quelques remarques. La première, il n'y a pas
d'antagonisme, et je pense qu'on commettrait une erreur si on opposait tous les aspects positifs de l'Europe avec ce qu'il faudrait faire. Personne ne remet en cause, heureusement d'ailleurs, les vertus de l'Union européenne. Et encore aujourd'hui, malgré tous les défauts, et je pourrais tenir des heures sur les défauts, ça reste le plus beau et le plus grand projet humain que nous avons devant nous et qui est encore à construire. Et donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. On n'est en rien en opposition avec M. Barrot. Oui, tout ce qu'il a dit est bien. Mais la question qui se pose est de savoir que fait-on pour les 5, les 10 dernières années. C'est l'analyse de la crise, car elle est profonde. Je suis d'accord avec M. Morin qu'elle n'est pas que politique, elle n'est pas qu'européenne d'ailleurs, mais enfin, elle est extrêmement profonde. Que le risque d'une déstructuration à la fois des personnalités et d'une atomisation de la société en général sont des risques énormes qui pourraient nous conduire à un tout autre mode de société. Et donc, dans ces conditions, quelles sont les réflexions que nous nous faisons? Un, qu'est-ce qu'on reproche le plus à l'Union européenne aujourd'hui? C'est le fait de contribuer à l'insécurité sociale des citoyens. C'est qu'aujourd'hui, il y en a, et c'est une petite minorité, qui, par des biais divers, vivent dans un grand confort. Confort financier, confort parfois intellectuel ou autre. Et puis, il y a la grande masse qui se retrouve en état d'extrême précarité ou de grande précarité. Un directeur général, un directeur des productions peut très bien se retrouver en précarité. Et cette insécurité sociale est dramatique et on se sent un peu coincé, il n'y a pas de perspective. Quels sont les besoins des citoyens quand on regarde les analyses? C'est l'emploi, c'est la protection sociale, ce sont les questions liées à l'environnement, ce sont les questions liées à la sécurité. En d'autres termes, c'est la sécurité d'existence. Et je pense que l'Union européenne n'a pas à copier le modèle américain ou un autre modèle. Il peut consolider ce modèle-là. Alors, par rapport à cela, que peut-on dire? On peut dire qu'on a besoin, me semble-t-il, de réunir des gens de progrès. Et les gens de progrès, ce n'est pas uniquement la gauche. Les gens de progrès, c'est dans le monde, on les trouve dans le monde associatif, dans le monde éducatif, universitaire, chez les syndicats, dans les différentes formations politiques. Et il faut que ces personnes, ensemble, tentent d'inventer un autre projet. Et puis, il y a le débat avec les citoyens. Et là, Madame Ockrent, et ce n'est pas vous que je vise, car dans le monde médiatique, vous êtes certainement l'une des personnes qui faites le plus pour l'Union européenne, et il faut vous en féliciter. Mais... Très tard le soir. Non, mais... nous sommes très attentifs en Belgique aux émissions françaises, mais reconnaissez que l'intérêt que l'on porte à la chose européenne, aux enjeux européens, c'est inimaginable. On croirait qu'on ne réussit même pas une fois par mois. Je ne demande pas beaucoup, mais une fois par mois. Et je sais que l'actualité est immédiate, mais une fois par mois, on pourrait quand même en faire des titres de journaux, une ouverture d'un journal télévisé. C'est quand même notre devenir à nous tous. Et je pense qu'il y a là aussi une action à mener. Et donc, qui peut changer? Il faut des femmes et des hommes politiques qui portent un projet, mais il faut alors des espèces d'états généraux d'une Europe renouvelée qui doit rassembler les citoyens dans des formules diverses comme celle-ci. Il faudrait démultiplier cette situation. Et tout à l'heure, si on revient sur la Constitution, si on revient sur ce que l'on pourrait éventuellement faire, je me permettrai de reprendre la parole. Merci. Jacques Barrot, nous voyons tous, et vous d'abord, à quel point les acteurs du réel, c'est-à-dire les acteurs économiques, pour simplifier, eux sont dans la réalité européenne. Ils la connaissent par cœur, ils en jouent, ils essayent de l'influencer, et tout ça se fait finalement dans le sens de ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect de ce qui marche en Europe. En revanche, on voit que les acteurs politiques, et singulièrement en France, et vous n'avez pas quitté la scène française il y a si longtemps que pour l'ignorer, on voit que nos acteurs politiques tiennent un discours exactement inverse.
c'est le patriotisme économique, et on voit la réaffirmation. Vous disiez tout à l'heure, l'Europe existe sur le plan international, mais on voit au fil des crises la réaffirmation, là aussi, des diplomaties nationales. Pour vous, et encore une fois, vu de la Commission, à quel niveau prioritaire est-ce qu'il faudrait agir? Est-ce que c'est au niveau des administrations, par exemple? Il y a deux grands rendez-vous. Il y a un rendez-vous institutionnel, ça c'est le problème des élus. Il faut en effet que nous élargissions le champ de la majorité qualifiée. J'observe que chaque fois qu'il s'agit d'agir dans des politiques communautaires, eh bien, là où il y a la majorité qualifiée, nous ne sommes pas sans moyens. L'espace maritime européen va être sécurisé. Le ciel européen devient une réalité. Je pourrais prendre bien d'autres exemples. Mais là où nous sommes voués à l'unanimité, effectivement, on fait du surplace. Donc c'est le premier rendez-vous. Celui-là, il est à la portée de tous les élus. Et personnellement, je pense que la ratification par les parlements nationaux pourrait suffire à incorporer cet élargissement de la règle à la majorité. Et puis, il y a un rendez-vous politique. Alors, le rendez-vous politique, il exige en effet une relance de la volonté politique. Et là, l'Europe attend, en effet, comme le disait Jean-Marie Cavada, des femmes et des hommes d'État qui aient vraiment cette volonté politique forte. Alors, les champs à l'intérieur d'abord. Moi, je suis de ceux qui pensent que la citoyenneté européenne, aujourd'hui, elle doit vous donner une chance de plus dans la mondialisation. Et pour cela, il faut que nous ayons une Europe du savoir partagé. C'est un problème majeur. Il faut que nous mettions en ligne toutes les intelligences de l'Europe, que nous mettions nos systèmes éducatifs en mesure de répondre à ce grand défi qui va naître de cette différenciation des uns et des autres par rapport aux grandes clés de l'avenir, au savoir sur l'avenir. C'est la formation tout au cours de la vie. C'est cela que l'Union européenne doit donner en premier à ses citoyens. Et puis, il y a la mission extérieure. La mission extérieure, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on pourrait arriver à relancer l'Europe de la défense. Je crois que les esprits sont mûrs à travers les opérations du maintien de la paix, à travers toute une série d'expériences. Edgar Morin a rappelé en effet les tâtonnements européens face à l'ancienne Yougoslavie, mais depuis, on a démontré en Bosnie, on a démontré à Sarajevo qu'il y avait une capacité de médiation de l'Europe très forte. Et puis, nous sommes la première puissance contributrice au développement. Voilà de quoi, je crois, donner du souffle à l'Europe en redonnant à ces grandes missions à travers une force de paix dans le monde, à travers une force de développement en Afrique notamment. Il y a là de quoi, en effet, donner un véritable souffle à l'Europe. Mais pour ça, il faut de la volonté politique. Il faut qu'à un moment ou à un autre, tel ou tel chef d'État, au sein même de notre commission, il y ait vraiment cette volonté politique qui a à un moment donné, en effet, relancé l'Europe. Jean-Marie Cavada évoquait tout à l'heure l'échec de la CED. Il faut dire que la France, souvent, s'est laissée, pas souvent, mais quelquefois s'est laissée aller à renier ce qu'elle avait elle-même suscité. Et puis elle s'est reprise, car peu après l'échec de la CED, il y a eu quand même l'Europe économique. Et là aussi, nous sommes repartis à l'avant-garde de l'Europe. Je pense qu'il y a maintenant un calendrier extrêmement intéressant. Ces 2 années vont être décisives. Présidence allemande commence 2007, présidence française fermera 2008. Il faut vraiment que ce soit ces 2 années de rendez-vous institutionnels et politiques. Jean-Marie, vous faisiez allusion tout à l'heure à Sainte Angela. On peut quand même remarquer que Mme Merkel, en tout cas, a été la plus ferme
vis-à-vis de M. Poutine, et notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et la liberté de la presse. Vous qui siégez maintenant au Parlement européen, donc vous avez eu des électeurs, est-ce que vous pensez que ce Parlement élargi aux compétences étendues a réussi, et notamment en France avec un changement des circonscriptions gigantesques, etc., a réussi à créer ce lien entre le citoyen et le député que vous êtes, et comment faire pour qu'au niveau citoyen, précisément, l'Europe redevienne un projet collectif? Ce découpage électoral qui consiste à découper le pays en gros 7 grandes régions n'a pas changé grand-chose dans le lien intime qu'on attend entre les citoyens et les électeurs. C'est trop grand. Ma circonscription, qui est celle du Sud-Ouest, elle comporte 18 départements. Je m'astreins, je m'oblige, et parfois vraiment avec beaucoup de plaisir, parce que c'est intéressant, notamment dans les universités et les écoles, à voir chaque capitale départementale 2 fois par an. Ben, ça me fait quand même déjà 36 rendez-vous, en dehors du fait que je mange, que je dors, que je lis et que je travaille tout de même. Donc on voit Là, bien que cette nous affaire... rassurez, là. Oui, il manque rien. On voit bien quand même que cette affaire est... Oh ben c'est malin. Je voudrais dire c'est une pas chose. la marche du siècle. Oui, Hein. oui. Non, mais je voudrais dire une chose à propos de votre question. Je pense que vous n'êtes pas innocent non plus dans cette difficulté. Pardonnez-moi, j'ai assez de respect et d'affection pour le dire. Vous n'êtes pas innocent dans la mesure où nous devons exiger des candidats à la présidentielle d'une façon rédhibitoire qu'ils se prononcent sur ce qu'ils vont faire pendant 5 ans où ils seront aux commandes de notre pays pour l'Europe, qui n'est pas une affaire étrangère. Et pour terminer, Christine, et ce sera, si vous me permettez d'ailleurs, ma dernière intervention, ça vous facilitera d'ailleurs la vie, du dur métier que vous faites. Je voudrais Merci. vous dire la chose suivante. Nous ne sommes pas assez exigeants en matière de politique européenne. Or, vous avez bien compris que, je vous l'ai dit, 1 loi sur 2, et même un peu plus, n'est pas pensée dans notre hexagone, elle est pensée et contrôlée par vos élus et par l'exécutif européen, qui travaillent ensemble ou parfois l'un contre l'autre. Par conséquent, c'est vraiment très important. Et enfin, pour terminer, voici ce que je veux dire. Nous n'avons pas d'autre choix pour vous, pour nos enfants, pour ceux qui sont autour de nous. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire ceci, faire respecter ce que nous avons d'original en Europe et qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, qui est un compromis entre la vitalité culturelle qui est la base de nos systèmes politiques et, je dirais, la façon de vivre en communauté, nous les femmes et les hommes, qu'on pourrait appeler les droits fondamentaux, leur charte et en tout cas le respect de l'autre qui s'exporte partout dans le monde. Nous sommes demandés sur ce point en Europe partout dans le monde. Alors, voici ce qui pourrait arriver si nous n'y prenons garde. On a parlé tout à l'heure des extrêmes qui se soulèvent ici ou là, comme s'il s'agissait d'avatars ou de caries dentaires provisoires. Naturellement, non. La Pologne, par exemple, est plongée dedans jusqu'au cou. Elle comporte dans son gouvernement des ministres qui renient les engagements européens que son pays, leur pays, la Pologne, a signés. Et il y en a même un qui se propose de revoir les livres d'histoire, ce qui est totalement terrifiant. Je veux donc dire la chose suivante. L'Europe, pour moi, c'est ce qu'on trouve dans Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Un petit garçon que ses parents veulent amener à New York, qui vient de Vienne, qui parcourt l'Europe continentale jusqu'au Havre, sans qu'on lui demande un papier. Pourtant, il s'appelle Zweig. Qui prend le bateau sans qu'on lui demande rien. Qui va à New York, qui revient et qui regagne sa Vienne natale sans qu'il se soit rien passé. C'était avant la Première Guerre mondiale. Ce monsieur dont je vous parle, probablement le plus grand des Européens que nous ayons connu depuis longtemps, sur 2 siècles, s'est suicidé le 23 février 1942 dans le nord-est du Brésil où il était réfugié, après avoir souffert d'une vraie douleur intellectuelle et morale, de voir ce qu'était devenue son Europe, laissée entre des mains faibles qui n'avaient pas prévu un destin politique, et le tout confisqué par des fous qui ont fait ce que nous savons sur ce continent. Si nous ne voulons pas ça, il faut nous en mêler
tout de suite, sinon nous n'aurons pas d'excuses. Merci. Avant de laisser le dernier mot à Jacques Delors, parce que je crois que c'est bien le moins que nous lui devons, je voudrais demander à l'un des étudiants qui, encore une fois, ont beaucoup travaillé pour ce débat, de se lever, de se nommer et de poser la question qu'il ou elle souhaite poser à l'un des intervenants, s'agissant, encore une fois, des meilleurs moyens de ressusciter le projet européen. Oui ? Bonjour, donc je m'appelle Florent Banfi, je fais partie de l'association des jeunes européens et je suis en école d'ingénieur à l'ESTACA. Donc je vais revenir sur l'intervention très rapidement, ma question de M. Di Rupo et de M. Barrot sur le quoi faire maintenant pour relancer le projet européen. Donc nous avons 3 attitudes au sujet de la Constitution européenne. Soit on ne fait rien, on continue à dialoguer, on reste dans la situation actuelle, on débat, mais ça n'avance pas. Soit nous retournons à la méthode intergouvernementale, celle de Maastricht, celle d'Amsterdam, celle de Nice, qui, nous savons tous, lorsque les chefs d'État et de gouvernement se réunissent dans une salle et que chacun doit négocier un nouveau traité, passe plus de temps à défendre ses propres intérêts et l'Europe n'avance pas, l'Europe n'arrive pas à se réformer, entre autres à cause de la règle de l'unanimité. Soit nous continuons sur la lancée qui avait été faite avec la Constitution, qui était de donner plus de voix aux citoyens, de par la Convention justement. Et donc, j'aurais la proposition suivante. Que penseriez-vous d'effectuer en 2009, pour les élections européennes, un référendum pan-européen sur un texte qui aurait été modifié à partir du traité actuel par une convention européenne, vu que c'est quand même l'acquis que nous avons depuis le TCE. Donc voilà, il faut que je décide à qui je pose ma question, c'est ça? Oui, par exemple. Bon, alors, Monsieur Barrot. Là, on passe à la pratique. Ah bah, ça il est n'est pas temps. facile. C'est une solution. Le référendum, le même jour dans tous les pays d'Europe. Ça suppose, malgré tout, d'enjamber quelques difficultés constitutionnelles. Cela veut dire aussi qu'il y a vraiment une explication au niveau même de l'Europe, ce qui n'est encore pas tout à fait le cas, car nous n'avons pas encore tout à fait les médias européens qui nous permettraient de pouvoir, je crois, avoir ce dialogue intra-européen. Il y a aussi peut-être une étape préalable qui pourrait être un traité reprenant l'essentiel des règles de majorité, car c'est là le cœur du sujet, et nous permettant d'attendre alors un autre travail plus approfondi pour régler un certain nombre de problèmes qui ne sont même pas réglés aujourd'hui par le traité institutionnel actuel. Je pense en particulier à la composition de la Commission. Donc je suis tenté de dire, peut-être faut-il accepter modestement une première étape pour sortir définitivement le problème de l'immigration de cette règle de l'unanimité, pour sortir les problèmes de justice affaires intérieures de la règle de l'unanimité. Il faut avancer à tout prix. Et puis, peut-être une deuxième étape qui sera à ce moment-là, en effet, une édification plus essentielle de l'Europe. Voilà ce que je serais tenté de dire. Mais les rendez-vous institutionnels ne peuvent pas suppléer l'absence de volonté politique. Et c'est pour ça que j'en ai appelé tout à l'heure à ce renouveau de la volonté politique européenne sur quelques grands projets. Car s'il n'y a pas cela, nous n'aurons pas l'adhésion des peuples. Nous avons encore le temps d'une question des étudiants. Pardon à tous ceux qui sûrement voudraient intervenir, mais comme vous le savez peut-être, le Premier ministre va nous succéder dans ce grand amphithéâtre et il faut donc que nous le libérions, je parle de l'amphithéâtre, à 4h moins 5. Encore une question, peut-être d'une jeune fille, non? Ah ben non, c'est pas une jeune fille. Enfin, manifestement pas. Allez-y. Désolé. Bonjour, donc Marc Vautier de Télécom Paris. Donc, comme vous l'avez fait remarquer, on a beaucoup parlé de grands idéaux et maintenant on passe à la question pratique. Donc ma question serait,
Les institutions européennes sont souvent perçues comme étant très bureaucratiques et assez peu transparentes. Donc la question est comment les rendre plus transparentes et plus accessibles aux citoyens de tous les jours, justement. Et qui doit répondre? Je voulais la poser à Jacques Barrot, mais il vient de répondre à une question. Monsieur Di Rupo, peut-être? Monsieur Di Rupo, oui, très bien. Il est à Bruxelles, hein? Vous êtes vraiment très poli, vous voulez que vos invités puissent parler. Merci. Surtout nos invités étrangers. Comment rendre les décisions plus transparentes? Je pense par la diffusion et le fait qu'on puisse avoir des débats préliminaires qui ne se limitent pas d'abord à des organes officiels comme le Comité économique et social ou simplement, même si c'est très important, des forums informatiques. On peut le faire, mais je pense qu'on doit avoir des forums de discussion et ces livres que rédige la Commission européenne devraient davantage se baser sur un certain nombre de colloques comme ceux-ci où les citoyens, et pas uniquement des citoyens instruits, il faudrait pouvoir amener d'autres citoyens, puissent s'exprimer. Mais puisque j'ai la parole et je connais votre impératif, est-ce que vous me permettez de répondre aussi à la question précédente en quelques secondes? Je pense que le projet qui doit nous habiter, c'est le projet d'un progrès partagé. Et le progrès partagé, nous en sommes capables car on peut, chez nous, certainement à la fois vouloir la prospérité économique, la protection sociale, la diversité culturelle et la sauvegarde de l'environnement. Je pense que l'Union européenne est capable de cela. Et c'est un modèle en soi. Alors, comment peut-on y arriver? Il y a cette idée de l'Europe forte, c'est-à-dire une Europe qui se construit à 2 étages, avec un peu comme une fusée, et un étage avec un nombre de pays, 8, 10, 12, où nous en avons parlé. Et on devrait s'attaquer alors à des choses essentielles comme la fiscalité, la sécurité, l'environnement. Et puis pour la Constitution, je dois à la vérité dire, j'ai été, comme disait Giscard d'Estaing, un des conventionnels. Je n'ai jamais aimé ce terme, mais bon, c'est devenu consacré. Et j'ai assisté, j'ai vécu la rédaction du projet de traité constitutionnel avant même qu'il n'ait été modifié et amoindri par les chefs d'État et de gouvernement. Je ne crois absolument pas qu'une rédaction de quoi que ce soit d'autre, et je suis d'accord qu'on le fasse, mais ce ne sera en aucun cas un progrès. La grande erreur d'analyse que l'on a commise, c'est de penser qu'en remettant à plus tard, les choses allaient s'améliorer. On peut rédiger un texte plus court, mais il ne sera pas meilleur. Ça, c'est mon sentiment. Mais peut-être, comme dit le commissaire Barrot, il faut passer par là. Il y a une autre idée qui est plus utopique, plus technique et plus difficile, mais la règle de l'unanimité, elle existe parce que, en conférence intergouvernementale, les chefs d'État et de gouvernement en décident. Les traités l'ont indiqué. Imaginons que sans parler de la Constitution, on dise que finalement, pour modifier un traité, eh bien, avec 90%, voire 80%, et on voit les types de majorité en termes de pays, en termes de population, eh bien, on pourrait avancer. Si on laissait simplement une petite porte ouverte, un point de lumière, eh bien alors, même s'il y avait un pays qui disait non, on pourrait avancer. Et pour la France, que j'aime et que j'adore, peut-être qu'aujourd'hui, si on avait pu avancer au niveau européen, malgré le non démocratique et respectable de la population française, nous serions plus loin, et la France aussi. Voilà un peu la contribution que je voulais apporter. Jacques Delors, la conclusion provisoire vous appartient, d'autant qu'il faut que pour être avec nous tous, vous avez sacrifié un match de foot, et pas le moindre. Manchester-Liverpool. Manchester-Liverpool, vous vous rendez compte? Bien, Monsieur Delors. Bon, permettez-moi tout d'abord de rappeler en 3 phrases 3 points. La mondialisation est une rupture considérable, je l'ai dit tout à l'heure, elle a aggravé les divergences d'approche entre les pays membres. Deuxièmement, il y a un acquis que mes amis ici présents ont rappelé, mais cet acquis, si l'Europe continue à s'enfermer dans les tentations qui sont les siennes, les pays européens, il peut être détricoté, pardonnez-moi l'expression. Ne croyez pas que tout ça est irréversible. Et troisièmement, ce n'est pas rien que les 3 objectifs que j'ai indiqués ou proposés pour la grande Europe. Il faut y réfléchir, mais croyez-moi,
cela vaut la peine d'obtenir une unanimité là-dessus. Mais oublions un moment Elio et parlons de la responsabilité française. Je vous rappelle que depuis le début de la construction européenne, les enquêtes d'opinion sérieuses, celles-là, indiquaient qu'environ les 2/3 des Français étaient pour la construction européenne. Il y a eu un saut, et maintenant, je ne suis pas sûr que si l'on faisait la même enquête, on aurait peut-être les 2/3, mais le résultat du référendum est là. Je le respecte, le premier, en tant que citoyen. Deuxièmement, le grand malentendu en France est celui des compétences. Je rappelle que la majorité des compétences en matière économique et sociale sont nationales. Comment voulez-vous que des pays qui ont réussi à réformer leur budget, leur système de sécurité sociale et à redevenir le plein emploi comprennent que pour les Français, ce serait l'Europe sociale vaguement comme ça? Mais qui est pour le changement des compétences? Ça, c'est le grand malentendu français. Et deuxièmement, il faut que l'Europe soit plus démocratique. Mais est-ce que je peux dire, et si la France devenait plus démocratique? Et si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait? Vite désiré, vite mangé, vite digéré, vite oublié. Si l'on avait mais plus cher, mais plus cher. Si l'on avait une vie politique vraiment démocratique, avec le respect des citoyens, le goût de la mémoire, l'attention portée aux vrais intellectuels, est-ce qu'on en serait là? Et enfin, l'Europe à la française, quand elle a fonctionné, c'était parce que la France était universelle, généreuse, et qu'en plus elle avait des idées pour faire avancer cette Europe. Alors à nous, Français, de commencer à réfléchir sur nous-mêmes et à nous mobiliser. Et ça serait bien, par exemple, si dans chaque université ou chaque grande école, il y avait un mouvement européen, quitte à ce qu'au bout de 3 ans ou 4 ans, quand vous quittez, vous passez le relais à d'autres. Imaginez que ça existe, on se sentirait déjà plus fort pour parler au reste de la population. Pensez-y. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Je crois que le thème pour le débat suivant est tout trouvé grâce à tous nos intervenants. Je rappelle que le Premier ministre sera dans cet amphithéâtre dans une demi-heure à peu près. Merci à tous. Large de la solitude.